Hello les amis, bienvenue dans la deuxième partie consacrée aux différentes maladies des céréales et des colzas, où là, dans cette deuxième partie, on va parler des cultures de blé dur et de blé tendre. On va évoquer ensemble les maladies qui les concernent, leur mode de développement. On parlera aussi de certains virus ou champignons qui vivent dans les sols et qui peuvent nous poser des problèmes. On fera un point sur d'éventuels ravageurs que l'on peut observer en ce printemps 2024 et qui risquent aussi de nous jouer des tours un peu plus tard en saison. Et pour conclure cette vidéo, on parlera de la régulation de ces cultures, escourgeons, orge d'hiver, orge de printemps et les différents blés, car ça peut être utile des années où la météo est plutôt nuageuse, sauf pour cette introduction, n'est-ce pas? Donc, si ça vous intéresse les amis, vous êtes les bienvenus sur la chaîne Sam Agriculteur Indépendant, et Sam c'est moi, et en route pour cette deuxième et dernière partie. Allez, on y va. Vous n'êtes pas sans savoir que de nombreux outils d'aide à la décision existent pour gérer les interventions des agriculteurs sur les maladies de leurs parcelles. De nombreuses applications font aussi état de modèles qui permettent de savoir si on va être contaminé ou pas. Eh bien moi je fais partie d'une génération qui pensons que c'est pas comme ça que ça doit marcher et que ça n'apporte pas vraiment les réponses si on veut vraiment réduire l'usage des produits phytosanitaires. Il faut connaître les maladies bien sûr, savoir les observer, démarrer très tôt en saison pour pouvoir se préparer à ce qui va se passer ultérieurement. Donc rien ne remplace cette observation-là. Il faut connaître les modes de fonctionnement de ces maladies. Qu'est-ce qui favorise leur dissémination? Qu'est-ce qui favorise leur reproduction? Qu'est-ce qui favorise leur attaque sur nos cultures? C'est quand même, je pense, plus important que d'avoir un feu vert ou un élément qui nous dit de partir. Et je vous assure que souvent, quand on part, c'est déjà bien trop tard, en tout cas pour faire de vraies économies et limiter notre impact sur l'environnement et limiter l'usage de produits phytosanitaires, de synthèse d'ailleurs, ou autorisés en agriculture biologique. Ça, c'est très très important. Alors, les choix des variétés de toutes ces cultures que nous avons vues dans la première partie, mais qu'on va voir dans cette deuxième partie, sont très très importantes, puisque les tolérances variétales aux maladies, c'est sans doute le premier point à utiliser pour réduire au maximum l'usage de ces produits phytosanitaires. On a pu voir que beaucoup de maladies sont intraparcellaires, quand d'autres peuvent se disséminer de parcelle en parcelle. On a pu voir dans la première partie, et on en parlera un petit peu dans la deuxième, que nos intercultures, la façon dont on va gérer nos couverts végétaux, les successions de cultures, la gestion des repousses, tout ce qui contribue, les graminées, la présence de graminées adventices ou pas, conditionne aussi la présence de certaines maladies et c'est vraiment très très important, notamment par exemple les fusarioses sont en partie disséminées par les graminées sauvages que l'on peut avoir dans nos parcelles. Donc c'est très très important. Si vous laissez des repousses de céréales dans l'hiver, vous pouvez favoriser certains ravageurs, mais aussi certaines maladies. Donc on se fait parfois du mal tout seul, bêtement, et c'est important de le savoir. Alors je vous propose d'aller voir ça directement dans nos blés, mais avant je voulais juste vous montrer cet exemple-là. J'ai tendance, moi, le long de mes cultures, à limiter l'apport azoté pour éviter d'en mettre à l'extérieur. C'est un réglage, on va dire, environnemental. Évidemment, ça a un impact, car pour en avoir assez, il faut en mettre un petit peu sur le côté du champ. Sur, vous voyez, la nutrition de la parcelle, on voit bien que c'est un petit peu plus jaune. Et parfois, ça peut déclencher des symptômes sur les feuilles qui peuvent ressembler à des maladies. On a la même chose plus tard en saison, lorsqu'il y a des stress hydriques ou excès d'eau, etc. Et donc ne pas confondre des stress physiologiques ou des tâches à la con, comme on appelle nous, des TAC, c'est très très important car finalement ça peut éviter d'utiliser des produits dans le vide ou d'intervenir et que ça ne serve strictement à rien à part mettre des produits dans l'environnement qui n'étaient pas nécessaires. Allez, on va parler de tout ça, des 7 ou 8 maladies je crois, qui interviennent dans la culture des différents blés, blé dur et blé tendre. Alors on est arrivé dans une parcelle de blé pour parler des maladies mais aussi des ravageurs et on fera un petit mot à la fin de la vidéo sur la régulation de ces céréales puisqu'il y a beaucoup de choses qui se disent en pleine et qui nous épuisent un petit peu avec Mathieu à devoir expliquer à nos partenaires qui ont des infos diverses et variées de la prescription qui parfois ne dit pas des exactitudes sur les aspects régulation. Alors concernant les maladies, on est sur du blé tendre ici, on est sur un blé tendre de tournesol. Il y a des différences, on va dire, de sensibilité entre les variétés bien sûr, mais aussi entre un blé tendre et un blé dur. Ce sont un peu moins les mêmes maladies que l'on va gérer. Les septorioses sont une des maladies du blé, sont les plus importantes sur le blé tendre à gérer, on va dire. Quand les rouilles
et les fusarioses sont ce qu'il y a de plus sensible sur les blés durs, hein, pour généraliser en gros. Alors on va retrouver, j'ai pas fait le compte là, mais dans ma petite tête, je crois que ça fait 8 maladies en gros sur le blé. On va les prendre de toute façon une par une. Alors les premières des maladies sont les maladies de pied. Hein, donc on va avoir le fameux pied inverse. D'ailleurs, en ce moment, beaucoup d'agriculteurs nous en parlent. Hein, je profite du soleil, hein, ça va être plus sympa. Beaucoup d'agriculteurs nous en parlent en disant ouais, on nous dit partout que ça va être une année très très sensible au pied inverse. Alors déjà, nous on ne voit pas pourquoi, puisqu'en réalité la maladie du pied inverse, un petit peu comme le sclérotinia sur le colza, est dans votre parcelle. C'est une maladie intraparcellaire. Si jamais vous n'avez jamais eu de pied inverse, il n'y a pas de raison qu'il pleuve ou qu'il vente ou qu'il neige, que vous ayez, vous, un risque dans cette parcelle de pied inverse. La deuxième chose, c'est que le pied inverse, on ne peut le gérer qu'en anticipation. C'est-à-dire qu'en effet, vous analysez ce risque, vous avez déjà eu du pied inverse dans votre parcelle, c'est une deuxième ou troisième paille, c'est sur blé, il y a un risque, pourquoi pas. Donc là, dans ce cas-là, dans votre traitement, vous devez le prévoir en préventif. Lorsque vous voyez déjà le pied inverse qui ressemble à une brûlure de cigarette sur la tige, mais attention, il faut qu'au milieu, il y ait un pycnide au milieu, qu'il y ait un petit trou. Alors c'est plus un pycnide, c'est un stroma, ça s'appelle, hein, je ne rentre pas trop dans le détail, mais c'est un petit point de perforation en fait qui va tout doucement attaquer votre gaine, d'où le nom piétin verse. Donc ça c'est très très important à ne pas confondre avec le piétin échaudage, qui lui est un champignon dans le sol qui va déclencher un virus, hein, un impact directement sur vos racines, nécroser vos racines, et là à la bêche on commence seulement en ce moment à prendre la bêche et à pouvoir voir des symptômes sur les racines, un noircissement des racines. Donc là, en zone humide ou en zone excessivement sèche, en général, c'est le cas. Et ce qui peut traduire à la fin du cycle du blé, la maladie avec un épi blanc. Alors à ne pas confondre avec un choc qui peut être fait avec un outil ou un passage de tracteur qui peut créer cet épi blanc, ou avec un insecte aussi qui peut avoir le même effet. Hein, donc il faut bien regarder pour vraiment être sûr à ce moment-là. Mais bon, de toute façon, c'est trop tard. C'est évidemment avec la bêche. Alors si pour le piétin verse, il y a des moyens de lutte. Pour le piétin échaudage, le seul moyen de lutte, c'est le traitement de semences. Hein, il n'y a pas d'autre solution, qui fonctionne d'ailleurs très très bien, hein, qui peut être pas systématisé, mais qui peut vous dire, bah tiens, je suis en deuxième paille ou troisième paille. Voilà, c'est des terres un petit peu séchantes, il y a des risques à la fin d'échaudage, etc. Et bien, cette maladie-là a tendance à s'accentuer dans ces conditions climatiques-là. Et là, il peut être intéressant d'utiliser ce traitement de semences. C'est le seul moyen de lutte aujourd'hui. Ensuite, on a le rhizoctone, qui lui est une maladie de pied. Et là, encore une fois, pour le coup, là, cette fois, il n'y a rien à faire non plus. Elle est souvent avec des faibles conséquences, hein, sur les résultats de la culture, mais c'est important d'en parler. Donc, ce sont les 3 maladies de pied. On a une maladie aussi qui s'exprime beaucoup cette année, qui n'est pas une maladie réellement du feuillage, qui était encore une fois un champignon présent dans le sol qui va déclencher un virus que l'on appelle la mosaïque. On peut en avoir sur orge, je crois que c'est 2 ou 3 virus différents sur orge et un virus sur le blé, qui a une incidence en fait sur, ça fait comme des zébrures un peu sur vos feuillages, hein, par rond. Ça suit souvent les outils, hein, il faut bien en avoir conscience, c'est-à-dire qu'on peut avoir un effet comme ça, hein, vraiment comme une passée, comme un impact de pulvérisateur. Donc ça c'est important à regarder. Et cette année, nous avec Mathieu, on en a vu quand même plus qu'à l'accoutumée qui s'exprime. Alors le seul moyen de lutte, pour être franc, c'est la tolérance, résistance n'existant que très peu, tolérance variétale à la mosaïque, et vous pouvez être peut-être 10 ans sans jamais la revoir. Mais cette année semble être une année où elle s'exprime dans beaucoup de régions et parfois avec des impacts qui peuvent être à des moitiés de rendement puisqu'il n'y a plus rien à faire. Ça peut ressembler à certaines viroses créées par les insectes. Hein, on peut avoir ces bouts des feuilles là tout brûlés, pas violet au bout, hein, comme on peut avoir avec des viroses, mais le pied est plus petit, il va moins se développer, surtout à partir de maintenant. On va dire que c'est en ce moment qu'on observe les impacts qui commencent par des ronds un peu, mais vous verrez, ça suit plus des sens de travail. Ça se propage avec les outils, la mosaïque. Donc si vous avez de la mosaïque chez vous, attention, lorsque vous allez dans d'autres parcelles travailler la terre, il faudrait, hein, entre les deux, faire un nettoyage de l'outil ou terminer par cette parcelle-là, car sinon vous allez contaminer les autres parcelles et vos voisins. Beaucoup de maladies, on le verra, sont contenues, pour les autres maladies qu'on va parler derrière, dans les résidus végétaux, d'où l'intérêt des décompositions, etc. On en a déjà parlé. Mais aussi dans les semences. On peut se partager une partie des maladies, donc se faire rire avec les traitements de semences, notamment le vinaigre blanc, etc.,
il y a des maladies aujourd'hui de feuillage qui sont liées à des semences contaminées qu'on ne gère pas avec des traitements de ce type-là. Il faut le savoir, hein, c'est important de le dire. La graine, c'est quand même quelque chose qui peut conditionner beaucoup de choses en économie aérienne sur les utilisations d'usage de produits phytosanitaires, mais aussi en agriculture biologique. Hein. Ce n'est pas anodin de s'échanger des semences qui sont contaminées par des maladies comme la fusariose, dont on va parler après. C'est important. Alors la maladie principale en blé, c'est quand même la septoriose, qui est une maladie qui se développe exactement par ces conditions-là. Une vingtaine de jours d'incubation, hein, on a déjà des feuilles au niveau des feuilles du bas qui pouvaient être contaminées. Alors là, on est sur un blé assez tardivement, quasiment fin octobre. On a une faible présence de la septoriose. La septoriose se reconnaît avec sa tache un petit peu marron, hein, qui va pouvoir faire une tache importante sur la feuille. Et on va retrouver à l'intérieur ce qu'on appelle cette fois des pycnides, des petits points noirs. C'est à ça qu'on la reconnaît. Attention avec certains aspects physiologiques de vos cultures qui peuvent réagir en fonction de stress, de problèmes liés à de l'hydromorphie ou des problèmes de nutrition, etc., qui pourraient faire des symptômes très très similaires, notamment plus tard en saison. Et le nombre d'organismes ou de conseillers divers et variés qui font parfois intervenir des agriculteurs qui sont à l'écoute de ces conseillers-là, alors qu'il ne s'agit pas de maladies, c'est quand même frustrant. Et on aura l'occasion peut-être en saison de pouvoir en voir. Là, j'ai pas l'occasion de vous montrer ces maladies puisque, bref, la culture est très saine et c'est l'objectif. Visuellement en tout cas, ça ne veut pas dire qu'elle n'a pas été contaminée par tous ces cumuls de pluie. Ce sont les effets splash des gouttes qui ont tendance à faire développer la maladie de pied en pied et elle va grimper tout doucement au fur et à mesure, hein, les feuilles du bas étant le fond de cuve qu'on a en sortie d'hiver. Donc c'est sur les résidus, des résidus ça monte sur vos cultures et ensuite au fur et à mesure de l'année ça va évoluer si on n'y prend pas garde. Avec l'objectif bien sûr d'avoir une dernière feuille saine, mais pour avoir une dernière feuille saine, souvent il faut avoir, si on peut, les feuilles du bas saines aussi. Et pour ça, il y a des stratégies à avoir, des observations à faire tout au long de l'année. Donc la septoriose étant souvent la plus préjudiciable des maladies sur l'aspect rendement. Mais une autre maladie est très préjudiciable sur l'aspect qualitatif, ce sont les deux fusarioses. Donc les fusarioses peuvent être présentes dans la semence. Vous pouvez semer vous-même déjà des grains qui contiennent les fusariums. On peut les retrouver parfois sur des cultures à cette époque-là de l'année, sur la tige, alors là j'en ai pas à vous montrer, mais qui commence ici par une espèce de tache de graisse un petit peu, ça fait un effet marron brillant, un peu comme s'il y avait de l'huile sur la feuille, et progressivement, on ne sait pas encore laquelle des deux fusarioses à ce moment-là, mais au fur et à mesure de la saison, ça peut monter de feuille en feuille, jusqu'à ensuite intervenir au moment de l'épiaison par des hygrométries saturantes. Il n'y a pas besoin qu'il pleuve à cette époque-là, rien que des brouillards ou des rosées fortes de matin peuvent faire que la fusariose contamine. Alors là aussi, hein, ça se fait en 48 heures, on traite au milieu de tout ça, on intervient comme on le peut, soit avec des produits autorisés en agriculture biologique, soit des produits de synthèse, pour gérer cette fois la qualité du grain. Et comme pour l'orge, l'impact là peut être très très important sur la commercialisation des grains et sur la quantité de mycotoxines qu'ils contiennent. Et donc c'est quelque chose de vital qui pose d'ailleurs parfois un problème lorsqu'on ne le traite pas. Il n'y a pas de région exempte de ça, le blé dur étant celui qui est le plus propice à ça, hein, donc c'est vraiment ce qu'il y a de plus important pour cette culture-là. Donc ça, ce sont les deux fusarioses et ça, c'est plutôt en fin de cycle. Et là, on a une réussite avec les traitements au mieux de 40 à 50% quand vraiment ça va bien. Et s'il venait à pleuvoir encore derrière les interventions, il peut arriver d'envisager une deuxième intervention pour limiter les dégâts, mais c'est ce qu'on peut faire de mieux. Les deux rouilles, la rouille jaune et la rouille brune, ça c'est très très important. La rouille jaune va plutôt se développer par forte chaleur, hein, notamment des printemps secs comme on a eu des années à rouille jaune, hein, des variétés qui n'étaient soi-disant pas sensibles le sont devenues, hein, donc ça c'est très très important. Et là on peut contaminer l'ensemble de la plaine comme la rouille brune, mais la rouille jaune encore plus rapidement. C'est vraiment une rouille qui peut faire un petit rond de rien et en quelques jours faire la totalité du champ. Donc ça c'est quelque chose qu'on a aussi beaucoup mieux lorsqu'on les voit de bonne heure, pour les gérer de bonne heure. C'était une année où on a vu beaucoup de rouille brune cette année, dès l'automne, en tout cas nous concernant, dans tous les départements où on tourne. Et en fait, la gestion doit être dès le départ pour la bloquer, l'empêcher de se développer. Après, c'est pas parce qu'on ne voit plus ces petits points de rouille qui sont différents en fonction de la rouille jaune, ça va suivre les nervures et ça fait vraiment quelque chose de très très jaune. On passe son doigt dessus, jaune orangé. La rouille brune, c'est un petit peu différent. On peut très bien avoir l'absence en ce moment de ces rouilles qu'on a pu combattre au préalable, mais qui ne demandent que de la chaleur pour à nouveau exploser. Donc il faut être très très vigilant avec ça, c'est important. Et puis je finirai par la dernière des maladies qui est la moins
nocive pour les résultats de la culture, c'est l'oïdium, encore une fois, qui est une maladie de faiblesse, un champignon qui aime bien aussi le froid, etc., mais qui avec la pluie peut être lavé. Alors il y a des terrains comme les limons argileux, les sables, où on voit finalement peu d'oïdium, ce ne sont pas des parcelles propices ou quelques taches comme ci, comme ça, mais c'est vraiment pas méchant. Et ça n'a que peu d'incidence, quand dans d'autres régions, la gestion de l'oïdium est capitale et peut avoir des impacts très très graves sur la culture, notamment, je vous le disais, les sols crayeux et argilo-calcaires. Alors voilà en gros les grandes maladies concernant les céréales et les colzas. Je voulais juste faire un point pour conclure cette vidéo sur la régulation. Réguler une culture, c'est éviter qu'elle ne s'allonge de trop. Ça peut paraître pas normal, mais il faut bien comprendre qu'aujourd'hui, par rapport au passé, les blés étaient beaucoup plus hauts, mais les rendements n'étant pas les mêmes, les cultures se tenaient. Et finalement, on doit aussi nourrir une plante plus grande, avec plus de masse végétative, avec un besoin en eau plus important. Et si au bout on a un épi plus lourd, on a des conséquences parfois sur des cultures qui peuvent ce qu'on appelle verser, donc se coucher au sol, poser problème de récolte, de rapidité de récolte et de facilité de récolte, mais aussi et surtout des problèmes de qualité sur le grain, puisqu'on peut avoir des germinations étant près du sol. Si jamais il pleut au moment des récoltes, on peut avoir par un blé versé beaucoup de grains germés ou de grains qui vont déjà être malades et contaminés d'ailleurs par des mycotoxines, c'est très très important de le dire. Donc l'objectif de réguler, c'est d'intervenir avec des produits à base d'hormones, qui sont différentes en fonction d'une orge et d'un blé, ça c'est important. On ne régule pas les orges et les blés avec les mêmes hormones puisqu'on n'intervient pas sur les mêmes hormones de croissance. Le blé dur a les mêmes hormones de croissance que l'escourgeon et les orges de printemps, quand le blé tendre a d'autres hormones. Donc on ne fait pas le même produit, par exemple, je vais en donner un parce que c'est pas facile d'expliquer, mais un modus par exemple va pas avoir le même intérêt sur une orge par exemple ou sur un blé dur que sur un blé tendre. Voilà, donc c'est important de le dire. Alors il y a un stade souvent qui est décrit et facile, on aime bien les trucs sécurisants avec des stades, on met l'azote à épi 1 cm, on met le régulateur à épi 1 cm. Eh bien, il se trouve qu'en fait, on peut réguler tout au long du cycle de la culture. Je dis bien réguler, car raccourcir n'existe pas. On ne va pas taper sur la tête du blé pour le raccourcir. Réguler, c'est donc intervenir, évidemment, avant qu'il ait fini sa croissance totale, mais c'est faire s'épaissir les gaines par les hormones qu'on va lui apporter. Et là, évidemment, les conditions d'application, dont vous maîtrisez aujourd'hui l'ensemble des paramètres, sont capitales, à la fois la météo avant le traitement, 2-3 jours avant, mais aussi 2-3 jours après, qu'il y ait un temps poussant, pour que les hormones de la culture soient sécrétées au maximum. Et là, le produit agit pour freiner ces hormones et favoriser l'épaississement des entre-nœuds. Donc aujourd'hui, on a des céréales qui sont entre à peine 2 nœuds jusqu'à plus de 3 nœuds. On en a dans 10-15 jours dans certaines régions qui seront à dernière feuille. C'est sans doute le cas dans d'autres régions, dans le sud peut-être. Donc ça, c'est vraiment, on a 15 jours d'avance au minimum, donc c'est important de le dire. Donc on peut donc réguler nos cultures jusqu'au 2e, 3e nœud sans problème. Évidemment, plus c'est fait tôt, mieux c'est. Mais on peut répéter une application de régulation si on réintervient une deuxième fois là, quand on pourra le faire un jour, pour justement favoriser ces plantes qui cherchent la lumière. En ce moment, elles cherchent beaucoup la lumière, les plantes, à cause du climat que nous avons, qui défavorise des plantes petites, mais plutôt va favoriser des plantes qui s'allongent de manière anormale, il faut le dire. Alors, dans nos expérimentations, et je conclurai là-dessus, on voit des effets des maladies cette année comme on a rarement vu. On a déjà des impacts différenciés entre le T0 et les interventions qu'on a pu faire dans les autres micro-parcelles. Ça, c'est quand même inédit. D'habitude, ces conséquences-là, on les voit beaucoup plus tard en saison. Donc, soyez vigilants, mais surtout, observez, allez dans vos champs, allez regarder les cultures et apprenez au fur et à mesure seul. C'est la clé. Aujourd'hui, il y a beaucoup de prescripteurs qui ne savent même pas, je suis désolé de le dire, mais reconnaître des maladies. Et ça, c'est grave parce qu'on ne leur a pas montré, tout simplement. On ne leur a pas appris. Donc notre boulot, c'est à tous ça, de reprendre en main ces éléments-là. Et il faut se donner un petit peu de mal et aller voir dans les champs. Alors ça peut être rassurant, comme ça peut être inquiétant, puisque je n'ai pas parlé d'un dernier élément qu'on a vu régulièrement cette semaine. Ce sont déjà la présence de petites cécidomies dans le bas des gaines, donc vous pourrez regarder ça, qui seront peut-être les futurs insectes qui nous gêneront au moment de l'épiaison. Vous savez, les cécidomies, c'est les petits insectes rouges là, qui justement vont après devenir des éphémères, des insectes un peu plus gros qui vivent pas très longtemps. Mais voilà, donc les pontes dans ce moment sont ces futurs insectes qui vont à nouveau pondre et nous gêner au moment de l'épiaison. Donc quand on en voit là déjà là, c'est pas un gène, on va pas chercher à intervenir, mais on sait qu'on risque d'être embêté un peu plus tard. Mais c'est passionnant, on apprend des choses tout le temps, tout au long de l'année, tout au long de la semaine.
Dans toutes les régions, on a beaucoup de similitudes. Il ne faut pas croire qu'on est différents les uns des autres. D'ailleurs, il y a des variétés qui se font dans presque toute la France de manière identique. Mais allez observer vos cultures et vous verrez de grosses différences entre l'état structurel de vos parcelles, leur nutrition. Et il y a des maladies qu'on a énumérées sur ces 3 cultures qui sont avant tout des maladies qui s'expriment lorsqu'il y a faiblesse, comme les ravageurs qui viennent embêter des cultures qui sont déjà faibles elles-mêmes. Alors j'espère que cette vidéo vous a intéressé. C'est une vidéo vraiment d'opportunité par rapport à ce qu'on a pu voir cette semaine. J'avais envie de vous partager des bases simples sans rentrer dans le détail. Le reste, vous pouvez le trouver si vous vous donnez la peine de le chercher. L'idée, c'est de vous dire en gros les éléments. Et je ne rentre pas dans les protections phyto et tout, bien entendu. Mais c'est très important en tout cas de savoir reconnaître les maladies et de ne pas se dire, voilà, ou faire des choses qui n'interviendront pas sur la maladie concernée. Il n'y a rien de pire que de faire quelque chose qui en fait, c'est pas une maladie qu'on peut gérer. Et on a entendu ça sur la mosaïque, on a vu ça sur des rhizoctones, on a vu qu'ils sont pris pour des piétins verses, etc. Donc c'est quand même toujours un peu triste parce que dès que vous intervenez avec un produit anti-piétin, ils sont très peu nombreux, vous doublez l'intervention phytosanitaire que vous étiez censé faire sur les rouilles ou la septo par exemple. Le bon produit pour les bonnes maladies, c'est quand même très important. Alors voilà les amis, sur ces belles paroles, je vous laisse. Passez tous un bon week-end, reposez-vous bien, passez une belle semaine. Moi, je vais repartir à nouveau dans les tours de plaine avec nos partenaires tous les jours. Donc ça, c'est toujours très enrichissant. Et puis, on espère qu'on pourra un jour continuer notre métier qui est d'implanter des cultures. Et c'est vraiment pas simple et c'est du sport, surtout quand on voit l'état de beaucoup de cultures dans beaucoup de régions qui sont très compromises, pour pas dire pour certaines. La messe est déjà dite dans certaines régions, notamment pour ce qui est des colzas. C'est vraiment triste de voir ça. Et malheureusement, on n'a pas des conditions favorables à une bonne fructification, à ce que les abeilles sortent et nous fassent une belle pollinisation. Alors pensez à liker cette vidéo, pensez à la partager. Et je vous dis à bientôt les amis.